Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et bienvenue aux Découvertes pour Entrepreneurs. J'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, bien sûr mon programme Persévérance, InfoBref, le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et bien sûr mon commerce en ligne. Je vous invite aussi à écouter le podcast InfoBref qui a lieu à tous les matins. En 5 minutes, vous allez avoir l'essentiel de l'actualité. Si vous aimez notre contenu, je vous invite à vous abonner à notre infolette qui est envoyée à tous les lundis matins où est-ce qu'on envoie des trucs et astuces pour vous aider dans votre entreprise. Et puis, je vous invite à faire un petit like, un partage. Chaque petit geste que vous faites envers notre podcast, ça nous aide à être vus, à sortir dans les algorithmes, à aller chercher plus d'audience et bien sûr, à aller chercher des partenaires pour continuer à faire ce contenu gratuit semaine après semaine. Sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Hey, salut Nick, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi, Anto? Ça va super bien. Je suis content de te parler aujourd'hui parce que ça va faire un moment qu'on travaille ensemble, puis notre ranking de notre site web s'est vraiment amélioré là, depuis qu'on travaille ensemble. Je suis vraiment content. On a investi en SEO. Au début, je n'étais pas certain des retombées à long terme. On disait c'est un actif numérique, mais je suis comme c'est comme un peu n'importe quoi. On va le faire, puis ça va être à refaire dans 6 mois. Mais étrangement, je suis agréablement surpris. Tu sais, les efforts qu'on a mis jour 1 se répertorent encore aujourd'hui. Puis un des gros efforts qu'on a fait, c'est on a rédigé, tu sais, les articles d'ailleurs sont rédigés de façon euh, la, la mieux possible pour le lecteur. On pense vraiment au lecteur. On pense aussi à comment on peut la référencer, mais avec les derniers podcasts qu'on a fait ensemble, c'est on n'utilise pas de magouille, entre guillemets, pour mieux les référencer. On va vraiment avec, OK, l'article, est-tu bien rédigé? On parle-tu vraiment de qu'est-ce qu'on veut parler? Puis par la suite, on l'optimise pour la faire sortir. Mais on a investi énormément chez Alias dans la création de ce contenu-là. Puis, dernièrement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai invité, Nick. Dernièrement, je me suis posé la question avec toute l'arrivée des chats GPT, par exemple, puis tous les robots de rédacteurs de texte un petit peu qui vont faire le tour des sites web, qui vont chercher du contenu qu'on a investi à développer, qu'on a référencé, puis qui nous fait un avantage concurrentiel sur ma compétition. Euh, Maintenant, les robots vont faire l'apprentissage de ce contenu-là, puis ils sont même capables de rédiger des articles similaires aux miens avec du contenu similaire. Puis là, mon avantage concurrentiel d'avoir des articles de fond, d'avoir investi, j'ai peur de la perdre sur un moyen terme. Est-ce que c'est une crainte réelle? Puis est-ce qu'il y a des moyens qu'on peut commencer à voir sortir pour éviter de me faire voler cette propriété intellectuelle-là par les robots? Ben, c'est une excellente question, Anthony, parce qu'il y a deux points là-dessus. Premièrement, c'est de dire est-ce que le contenu créé, il y a deux questions qu'on peut poser. Le premier, c'est est-ce que le contenu créé par les humains versus le contenu créé par l'intelligence artificielle a le même effet sur les moteurs de recherche? Puis la réponse, c'est non. Récemment, il y a une équipe de chercheurs qui ont isolé la variable création de contenu par un humain versus création de contenu par l'IA. Puis ça a été toute une procédure qu'ils ont fait pour isoler cette variable-là, mais ils l'ont fait de façon phénoménale, spectaculaire. Puis ils ont prouvé que dans 92% des cas, la rédaction humaine performait mieux que la rédaction par intelligence artificielle au niveau du SEO dans les résultats de Google. Ceci étant dit, tu as quand même raison que la propriété intellectuelle du contenu, ben, une fois que ChatGPT ou un autre robot passe sur ton site web, eh bien, oui, dans sa base de données, pas dans sa base de données, mais dans son LLM, son Large Language Model, il va se souvenir de l'information qui est prise sur ton site web. Et depuis peu, dans le fichier robot.txt des sites web, on peut bloquer l'accès à ChatGPT. Puis là, maintenant, la grosse question, c'est de dire, est-ce qu'on le bloque, ce ChatGPT, ou est-ce qu'on le bloque pas? La question est excellente, puis même c'est tellement récent comme question que les gens ne sont pas encore certains, mais c'est un débat dans le monde du SEO. Il y a des pour, il y a des contre. Les contre de bloquer ChatGPT, c'est que si ChatGPT parle d'un compétiteur et il ne parle pas de toi dans ses réponses, c'est plate un peu. Donc, c'est certain que s'il nomme des compagnies et que tu n'es pas là parce que tu as bloqué, c'est un désavantage. Ça peut être une belle visibilité. Par contre, c'est vrai aussi que si tu as du contenu unique, c'est-à-dire que tu as fait des expériences, des études de cas que tu veux présenter, puis tu as des données qui se rattachent à ça,
ou tu as du contenu exclusif à des membres ou des choses comme ça, ben, tu ne veux pas que ça se retrouve sur ChatGPT dans les réponses, tu veux que ce soit exclusif. Donc, dans ce cas-ci, ça pourrait être intéressant de bloquer. Mais je dis bien ça pourrait parce qu'on ne sait pas encore toutes les répercussions que ça donne. Mais il faut savoir que l'incitatif, parce que, tu sais, ChatGPT ou les autres LLM, les autres Large Language Models, se nourrissent du web, du contenu créé par des humains habituellement. Et si il n'y a plus d'incitatif à créer du contenu pour les humains d'une certaine manière, parce que tout le monde passe par ChatGPT et d'autres LLM pour créer leur contenu, ben, à un moment donné, c'est que la machine qui se nourrit va s'auto-nourrir, puis à un moment donné, ça devient servicieux. Donc, il faut qu'il y ait des incitatifs à ce que les humains créent du contenu, puis que ce soit du contenu informatif, du contenu de vente, euh, tout partout dans le parcours client, là, dans le parcours de vente, mais il reste qu'il faut que le contenu soit créé par des humains et qu'il y ait un incitatif à le faire. Puis peut-être que le fait de bloquer ChatGPT sur certains sites web va être cet incitatif-là à créer du contenu exclusif pour se montrer comme une autorité. D'ailleurs, quand on se montre comme une autorité, Google adore ça. C'est un très bon point que tu apportes. Mais moi, j'ai quand même une limitation à croire que les moteurs de recherche comme Google vont être capables de différencier vraiment la rédaction d'une infolette faite par un robot que la rédaction faite par un humain. Parce que ça reste que ça va être, c'est quand même, j'imagine que c'est possible, mais ça reste que lui, son rôle, c'est de lire et de référencer puis de te sortir le meilleur contenu quand tu mets ta recherche, là. Ben, c'est un bon point que tu amènes, puis tu as 100% raison, c'est-à-dire que le fait de détecter l'IA de l'humain est quand même pas si facile que ça, mais la technologie avance rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, au mois d'avril, lorsque GPT-4 est sorti, ben, il n'y avait aucun détecteur de IA qui trouvait qui était capable de faire la distinction puis de trouver le contenu créé par l'IA versus l'humain. Et puis en juin, c'était rendu beaucoup meilleur. Là, on faisait des tests, puis oh, ça trouve beaucoup plus. Donc, l'évolution se fait rapidement. L'analogie que je pourrais prendre, c'est une analogie dans le sport, ce serait les scientifiques qui font du dopage ou qui sont du côté sombre ont toujours une longueur d'avance sur les scientifiques de l'antidopage. C'est un peu la même chose ici. On joue au chat et à la souris avec les détecteurs d'IA et les créateurs d'IA. Et donc, effectivement, que c'est un défi pour Google. Puis une petite anecdote, c'est que, puis là, ici, il ne faut pas partir un débat. Je ne veux pas partir un débat, sauf que ce qui était drôle, c'est qu'il y a des gens au début qui faisaient des tests, puis ont mis des textes de la Bible dans les détecteurs, puis les détecteurs disaient que la Bible avait été écrite par l'IA. Ben, ça peut créer des polémiques un peu. Là. Je ne veux pas rentrer dans ces polémiques-là, mais ça m'a fait ricaner un peu. Donc, on peut dire que la technologie n'est pas encore 100% à point. Par contre, elle évolue. Et je pense que Google a les moyens de payer pour les meilleures technologies. Est-ce qu'ils vont le faire? Parce que le SEO ou les résultats naturels, c'est un loss leader pour eux. C'est-à-dire que ce qui ramène vraiment des revenus chez Google, c'est la publicité. Mais il reste qu'ils ont besoin des résultats naturels pour avoir la légitimité puis que les gens aillent sur Google. Donc, est-ce qu'ils vont investir à travers ce loss leader-là pour avoir la détection en IA? C'est la question à se poser. Mais, puis ça, c'est une opinion très personnelle, Nick, que j'apporte, là, puis j'aimerais savoir ton opinion de ce côté-là. C'est depuis le début qu'on travaille ensemble, puis depuis plusieurs années que je fais de la lecture sur le SEO, euh, on revient toujours à est-ce que mon contenu a été créé dans le but d'aider mon lecteur, de créer un contenu riche, de, de vraiment faire une différence et non de simplement essayer d'avoir fait un hack pour avoir des visites sur mon site web. Alors, j'ai l'impression que si je me projette dans le temps, en fait, mon opinion serait, puis mon pari que je serais prêt à prendre comme Anthony, gestionnaire d'un blog avec peu de ressources, ça serait de dire, OK, est-ce que je suis capable d'accélérer ma rédaction? Est-ce que je suis capable d'aller un petit peu plus vite? Mais tout en protégeant tout mon contenu que j'ai créé, mais en ayant toujours en tête, est-ce que c'est le meilleur contenu que mon lecteur a pour, pour, pour s'éduquer, pour aller chercher son information?
tout en sachant qu'actuellement, on n'a aucun article et ce n'est pas dans notre vision de faire des articles avec les rédacteurs de contenu. Mais est-ce que quelqu'un qui le fait, qui accélère sa création, puis garde en tête de donner le maximum de contenu pour son lecteur? Moi, je pense qu'il y a quand même une place pour le blog qui va se créer de cette façon-là, pour les articles qui vont se créer de cette façon-là. Mais ça ne sera pas simplement un article. Je pense que ceux qui vont se différencier, ce ne sera pas simplement un article d'une question posée. L'article est sorti, je l'ai mis. Ça va être, OK, j'ai comment faire pour référencer mon site web? Ben, il y a une première partie, voici les grandes directives. Après ça, on redivise les directives, je rajoute de l'humain. OK, ça, je ne suis pas trop certain de mes tournures de phrases. On va aller poser des questions à l'intelligence artificielle pour m'aider à rédiger cette section d'article-là. Je vais aller la relire, je vais aller la revalider, je vais la bonifier. Mais je pense que quelqu'un qui fait tout cet effort-là a quand même sa place. C'est très légitime. C'est un peu comme dire, OK, mais j'ai utilisé Google pour écrire mon article, pour aller chercher d'autres articles qui sont pertinents et je ne suis pas allé à la bibliothèque pour ouvrir des revues puis faire ma recherche. Ben, je pense qu'en 2023, c'est légitime d'utiliser des moteurs de recherche pour trouver le contenu que je recherche, là. Oui, absolument. Puis d'utiliser l'IA pour s'inspirer aussi, d'aller chercher c'est quoi les questions que les gens se posent et ainsi de suite. Puis par la suite, bon, est-ce qu'on le fait écrire par l'IA ou par une personne humaine, c'est à déterminer dans ces procédures. Mais il reste que, effectivement que d'utiliser l'IA pour trouver ce qui impacte le plus ou ce que les gens se posent le plus la question, ben, c'est une excellente idée. Puis l'autre chose, c'est aussi de dire, bon, l'intelligence artificielle répond à beaucoup de questions vu que c'est un chat. Ben, probablement que éventuellement, les sites web vont avoir de plus en plus des intentions de recherche au niveau du SEO qui vont être basées sur la conversion, donc vendre, acheter, louer et ainsi de suite. Donc, plus loin dans le cycle de vente, parce que l'aspect informatif va être davantage servi par l'intelligence artificielle. Parce qu'on parle de ChatGPT, mais il y a aussi la SGE chez Google qui s'en vient, c'est la Search Generative Experience, où il y a certaines requêtes, donc certains mots-clés que lorsqu'on va les taper dans la barre de recherche de Google, il va y avoir des résultats donnés par l'intelligence artificielle qui sont des résumés et ensuite les sites web. Donc, il y a des gens qui vont peut-être juste aller avec le résultat de l'intelligence artificielle. Donc, il y a certains experts du SEO qui disent ben, on devrait quasiment plus faire de contenu informatif, on devrait juste faire du contenu plus bas dans le cycle de vente. Je suis de ceux qui croient qu'on devrait continuer à faire du contenu informatif parce qu'on veut cibler tout le cycle de vente au complet, du début à la fin, informé. Puis je pense aussi que, comme je le disais précédemment, les LLM, si on ne crée plus de contenu d'information, ben, ils vont se nourrir d'eux-mêmes d'informations. Puis à un moment donné, le web va être plate à surfer, donc ça prend aussi un incitatif, d'où l'option de bloquer aux robots comme ChatGPT l'accès au site web. Puis, écoute, je trouve qu'on a fait un beau topo de ce côté-là, puis j'ai d'autres questions qui sont venues dans ma tête à aller là. Avec Alias, ça fait des années qu'on investit dans nos articles. Là, on voit qu'il y a peut-être un risque avec ça, mais le risque est quand même limité où est-ce que on prend pour acquis que les moteurs de recherche vont quand même forcer, puis aider, puis encourager les créateurs de contenu pour avoir du contenu original. Puis il y a toujours l'aspect temps aussi, plus que mon site, il y a de la notoriété, meilleur que mon contenu va sortir. Alors ceux qui vont sortir du contenu théoriquement avec de la rédaction rapide des nouveaux sites, des nouveaux articles, ben il va avoir un flag à m'amener qui va peut-être même être tu ne peux pas sortir plus, il y a tant d'articles par semaine, ça va te pénaliser parce qu'ils vont détecter que ce n'est pas rédigé par des humains, là, ça pourrait même aller jusque-là. Mais, il va avoir des formules mathématiques pour encourager les créateurs en prenant pour acquis que depuis que Google encourage le référencement naturel, il encourage toujours la bonne pratique, la bonne création de contenu, puis que le contenu soit le meilleur pour le lecteur possible. Fait que si on prend de ce côté-là, moi, je continue sur ce pari-là, puis ça reste un pari, là, on ne peut jamais être 100% certain, mais je prends le pari que mon actif numérique va continuer à générer, des visiteurs, puis que mon contenu d'Alias, qui est une OBNL, en fait, qui est là pour aider la communauté entrepreneuriale, continue d'être lu, puis continue d'être pertinent pour l'audience, puis que je ne me fasse pas dépasser par quelqu'un qui essaie juste de vendre un produit en rédigeant des articles bidons dans des, de façon plus rapide, là.
Ben d'ailleurs, le EEAT, Google le met de plus en plus de l'avant. Le EEAT, c'est l'expérience, l'expertise, l'autorité, puis le trust, la confiance. Donc, si tu es une organisation qui a beaucoup de EEAT, ben, il faut que tu le prouves à Google parce que c'est facile de sortir des articles de blog avec ChatGPT, mais tu n'as pas de preuve que tu as de l'expérience avec, je donne un exemple, des études de cas ou des témoignages de clients, ainsi de suite. Ton expertise, ben OK, mais y a-tu d'autres sites web qui parlent de toi ailleurs ou s'il y a juste ton site web qui parle de toi, c'est qui l'auteur? Est-ce que tu es une entité? Est-ce que tu es sur Wikipédia? C'est très, très autorité. Puis le trust, ben, est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce que le monde parle de toi ailleurs? Bref, les signaux sociaux extérieurs, dont les backlinks, mais au-delà de ça, il y a d'autres signaux sociaux, font en sorte que même il faut quand même que tu ailles aussi. C'est pour ça que le SEO devient de plus en plus 360 degrés, dans le sens qu'il faut avoir des signaux sociaux extérieurs qui vont prouver que tu as ton EEAT. Et donc là, ça fait un merge quasiment entre le SEO et les médias sociaux parce que les médias sociaux souvent servent à valider cet aspect EEAT-là aussi, ou l'aspect communiqué de presse, et ainsi de suite. Donc, ça vient très 360 degrés. Là. C'est c'est un vraiment bon conseil. C'est la première fois que j'entends parler du EAT. Là. Je vais le garder en tête. Puis je vais faire du pouce sur ce que tu viens de parler parce que là, on parle beaucoup de référencement, de faire sortir nos articles, que nos articles soient lus, qu'on devienne un expert de notre marché avec les moteurs de recherche. Et là, je t'apporte complètement ailleurs, là, mais est-ce que le fait que moi, je sois un expert, que mon article soit vraiment bien rédigé, va faire que le client va acheter de moi? Puis là, c'est vraiment une discussion que j'aimerais qu'on ait ensemble. Puis je vais orienter la discussion un petit peu parce qu'il y a plusieurs types d'entreprises, puis on pourrait aller dans les types comme toi, tu es un expert SEO, alors ton expertise, ta trust, elle serait vraiment bon. Mais si je prends Technopub, qui est un imprimeur, là, est-ce que le Ouais. fait que j'écrive des articles sur toutes les technologies d'impression, puis j'explique vraiment en profondeur la technologie d'impression, va faire que le client va commander de chez moi? Au final, il a confiance que l'imprimeur, si je commande, puis il va avoir une certaine réplique. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est que les gens sortent quand ils recherchent. Puis c'est là ma question sur OK, comment que je rédige mon article, là, puis je sors vraiment du côté de plus l'expert travailleur autonome que là, c'est vraiment une firme que là, tu sais, l'expertise, ça prend tout son sens de se définir comme un expert. Mais je vais plus sur l'entreprise que pignon sur rue, la personne qui vend des produits plus conventionnels, le commerce de détail. Euh, Comment que lui peut mettre son expertise de l'avant en référençant bien ses articles, en investissant en SEO, mais en amenant le consommateur à se poser la question, à se dire Hey, c'est quoi, je vais acheter ce produit-là du commerce X. Parce que, tu sais, faire ce Ça. pont-là dans cet article-là, il faut arriver à le penser. Puis on a déjà eu des discussions dans cette optique-là. Puis j'aimerais ça qu'on relance un petit peu le débat de ces réflexions-là. Ouais, puis en fait, c'est pas un débat, c'est que bon, les articles d'information, c'est beaucoup pour le monde qui ont une expertise conseil, ou est-ce que c'est une expertise beaucoup plus pointue. Dans le cas de Technopub ici, par exemple, ben on livre une marchandise, c'est une compagnie manufacturière. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ici, ce sera pas tant l'expertise que l'expérience. L'autre E de EEAT, qu'est-ce que les gens vont regarder? Ben, il va y avoir l'aspect local. Bon, où est-ce que vous êtes situé? Si je suis basé à Montréal ou à Sherbrooke, est-ce que c'est la même chose qui va sortir? Donc, est-ce que je vais sortir dans le SEO local, c'est-à-dire dans les cartes géographiques, dans les maps avec le Google Business Profile? Après ça, l'autre point, c'est est-ce qu'il y a des avis, des fameux reviews? Puis les reviews, ça peut être autant dans le Google Business Profile que si on utilise les données structurées. Les données structurées, c'est des résultats enrichis les résultats enrichis dans Google, que des fois, c'est pas juste les résultats, les 10 résultats, mais on voit des trucs. Ben, est-ce que je peux voir des étoiles avec des nombres d'avis? Si je vois, mettons, Technopub, puis que là, à cause des résultats enrichis avec le projet Schema qu'on appelle, puis là, je vois des étoiles avec 150 étoiles, 5 étoiles pour les t-shirts.
ben moi, je suis vendu, là, mais c'est pas par l'expertise, c'est par l'expérience, parce que j'ai vu l'expérience client à travers les 150 étoiles, mais c'est du SEO qui a mis l'accent sur l'autre E. Fait que c'est juste de voir c'est où dans le EEAT qu'on peut se différencier le plus en fonction du type d'entreprise qu'on a. C'est un très bon point. Puis on a parlé beaucoup avec Marie-Lou du référencement local dans un autre podcast. Alors, j'invite les gens à aller écouter ce podcast-là pour aller plus loin dans le référencement local. Puis, est-ce que comme manufacturier, je peux quand même rédiger des articles pour sortir sur des mots-clés? Parce que ça reste que, tu sais, j'ai plusieurs gammes de produits que j'offre, j'ai plusieurs expériences, mais dans Puis là tu as amené complètement mon thinking dans un autre aspect, ma pensée dans une autre philosophie qui est, au lieu de parler de techniquement comment que je fais pour donner le résultat X, je pourrais parler de comment vous voulez imprimer des chandails. euh, Voici l'expérience que vous devriez avoir quand vous imprimez des chandails. C'est quoi l'expérience que vous devriez avoir? Fait que je vais sur Impression chandail à Sherbrooke, l'expérience que nous offrons à nos clients. Puis c'est l'article que je donne. Ben, tout d'abord, on va regarder c'est quoi vos besoins. Après ça, on va y aller. Puis c'est vraiment axé sur OK, comment que le client va se sentir, puis c'est ça qui va influencer sa décision d'achat. Tandis qu'un expert comme toi en SEO, sa décision d'achat va être influencée sur est-ce qu'il y a vraiment la compétence, est-ce qu'il est vraiment qualifié, est-ce qu'il est vraiment blablabla, puis après ça, il va aller. Fait que c'est vraiment, j'aime la fenêtre que tu ouvres, là, c'est oui, c'est bon de rédiger du contenu, mais d'y aller avec qu'est-ce qui va influencer mon consommateur à passer à la décision d'achat, là. Ouais, puis tu sais, même dans le contenu ou dans l'expérience, comme tu le disais, on peut même aller plus loin, puis même il y a des gens qui l'utilisent comme ça. Si on parle de méta-titre, c'est le titre bleu dans les résultats de recherche de Google, puis la méta-description, c'est la description en bas du titre bleu où est-ce que les gens cliquent. Ben, il y en a maintenant qui font, mettons, supposons que tu es en troisième position sur Google, tu es dans le top 3. Puis, t'as pas tant, t'es content de ton SEO, mais t'as pas tant de clics que ça, puis de visiteurs pour ce résultat-là. Puis pourtant, il y a un bon volume. Tu dis, ah, c'est les autres qui ont les clics, Colin. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tu peux demander à ChatGPT, tu donnes ton résultat de title tag, puis tu dis, hey, écris-moi quelque chose qui est plus vendeur, qui donne le goût aux gens de cliquer, ou écris-moi une métadescription. En bas, je te donne celle que j'ai, puis modifie-la moi pour que ce soit plus vendeur, pour avoir ce qu'on appelle un CTR, un click-through rate, qui est plus élevé. Fait que, tu sais, il y a l'aspect contenu, que ce soit l'expérience ou l'expertise, mais il y a l'aspect vente, entre guillemets, vente de cliquer. C'est un clic qu'on vend, là, mais qu'on peut utiliser l'IA aussi pour ça. Donc, il y a d'autres manières aussi d'utiliser l'IA pour dire comment que je peux amener la personne à avoir encore plus le goût de consommer mon contenu, que ce soit un contenu d'expérience, un contenu d'autorité, là, peu importe. Ah, c'est vraiment un bon point parce que c'est tout un aspect. Après ça, c'est de poser la question sur OK, oui, c'est beau sortir, mais est-ce que j'ai des clics? C'est quoi mon pourcentage de clics? Exact. Puis c'est toutes des questions à se poser de ce niveau-là. Si je, tu sais, j'ai une petite entreprise, si j'ai pas si je fais pas encore affaire avec des firmes expertes là-dedans, c'est, désolé, à quel endroit que je peux aller retrouver ce click rate-là, ce taux de clic pour mes articles et mon site. En fait, c'est sur Google Search Console. Google Search Console, c'est quelque chose de gratuit qui donne la relation entre votre site web et ce qui se passe sur Google. Donc, lui va donner les impressions, c'est-à-dire le nombre de fois que les gens voient les résultats dans Google, mais aussi le nombre de clics, le nombre de fois que vous cliquez. Le click-through rate, c'est le ratio nombre de clics sur le nombre d'impressions. Donc là, vous allez voir le pourcentage, voir est-ce que c'est un bon click-through rate ou non. Donc, c'est toutes des informations qu'on a avec Google Search Console. Puis Google Analytics, lui, c'est la relation entre les internautes et votre site web. Ça, vous allez avoir le nombre de visiteurs, d'où ils proviennent, et ainsi de suite. Donc, quand on installe les deux, Google Analytics et Google Search Console, on a la relation entre notre site web et les internautes, puis la relation entre notre site web et Google. C'est c'est super bien expliqué. Puis j'aimerais essayer de terminer le podcast avec une question, Nick, que je me pose quand même régulièrement, surtout quand que j'ai des divisions, ou j'ai des plus petits projets, ou j'ai des choses que je veux faire sortir. Est-ce que
c'est vrai que Google va référer un mot-clé par page où je pourrais avoir un one-pager puis référencer toutes mes divisions, tous mes produits dans un one-pager de mon site web? C'est une excellente question, Anthony. Idéalement, dans ta stratégie SEO, dans tes tactiques SEO, tu devrais principalement cibler un mot-clé par page, OK? Tu peux en avoir plus. Tant mieux dans ce cas-là, c'est entre guillemets du gravy si tu en as plus. Par contre, souvent, on va voir ça, surtout avec la page d'accueil d'un site web. Supposons qu'un site web a essayé de cibler beaucoup de mots-clés dans une page d'accueil, puis que là, on arrive, puis il sort pour plein de mots-clés avec sa page d'accueil, mais tout à des positions pas super hot, genre, mettons, deuxième page, troisième page de Google. Puis là, tu te dis, bon, OK, là, j'aimerais ça qu'on cible un mot-clé avec ta page d'accueil, puis les autres mots-clés, on les ciblera avec d'autres pages. Ben, il faut accepter que la transition entre les deux, si on optimise la page d'accueil pour ce mot-clé-là, ben, on va perdre les autres mots-clés pour monter avec le mot-clé spécifique. Là, les gens ne veulent pas perdre parce qu'il y avait quand même peut-être des visiteurs ou des impressions ou des clics qui venaient par cette page-là. Mais d'un autre côté, si on ne désoptimise pas la page d'accueil avec ces mots-clés-là, puis qu'on commence à faire d'autres pages qui ciblent les mêmes mots-clés, on crée de la cannibalisation de mots-clés, c'est-à-dire la page spécifique qui cible un mot-clé versus la page d'accueil qui cible plein de mots-clés, dont ce mot-clé-là. Donc souvent, on va dire, OK, on essaye de cibler un mot-clé par page le plus possible. Et ben, avec des angles, là, ça peut être des mots-clés qui sont similaires, mais c'est des angles informatifs ou ciblant la conversion, mais qui sont quand même différents pour que Google comprenne, OK, cette page-là, c'est vraiment pour ça, cette page-là, c'est pour ça. Ça rend ça beaucoup plus facile pour la structure parce que Google aime la structure, là. Je comprends. Puis aller disons que je vais avec Alias Entrepreneur, j'ai le site d'Alias, on aide les entrepreneurs à aller plus loin, à augmenter leurs compétences et à faire des activités de réseautage. Après ça, j'ai des contenus dans plein de types, plein de catégories. Par exemple, j'ai du contenu en finance, en marketing. Alors, est-ce que ça pourrait être une bonne stratégie d'avoir comme mon URL principal Alias Entrepreneur / marketing, où est-ce que j'ai tout mon contenu marketing / SEO, exemple. Comment optimiser mon SEO? Fait que, est-ce que Google va lire que tous les articles sous marketing, c'est des articles qui parlent de marketing, puis il va faire l'arborescence comme que je lui ai présenté dans mon arborescence, là. Oui, absolument. En fait, si tu catégorises, tu fais des catégories, ben, Google va les suivre. En fait, dans ton sitemap, qui est la carte du site web, mais que Google va lire, on va voir vraiment comme Google aime la structure. Si tu veux vraiment une catégorie de contenu qui est finance, puis que là, tous tes trucs de finance sont là-dedans, puis ensuite de ça, marketing et tous tes trucs de marketing, tu peux même avoir des spécificités là-dedans encore plus pointues. Mais c'est sûr que ça l'aide Google, surtout. Parce que quand c'est un méli-mélo puis que c'est un spaghetti que j'appelle, ben là, ça complique les choses là, pour la structure. Puis si un humain trouve ça compliqué, ben c'est aussi compliqué pour Google parce que Google adore la structure. Donc, plus on est structuré et spécifique, plus on s'aide nous-mêmes, mais on aide Google aussi à comprendre notre site web. Ah ben, merci beaucoup, Nick, pour la discussion d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je retiens de la discussion, c'est que je vais continuer à créer du contenu pour l'humain. Je vais continuer à penser, est-ce que mon contenu répond vraiment à la question, à qu'est-ce que mon consommateur recherche? Est-ce que c'est vraiment ça la réponse que je recherchais en me posant la question, au maximum de ce que j'ai pu donner comme solution? Puis je vais m'assurer que mon site il est vraiment bien structuré pour que OK, c'est quoi que je recherche? OK, je recherche comment optimiser mon SEO qui fait partie d'une catégorie marketing sur mon site web. Je pourrais même avoir des catégorisations pour vraiment arriver à faire ça. Puis je vais faire l'analogie aussi pour l'imprimerie. Dans l'imprimerie, j'ai Technopub, j'ai toutes mes divisions, j'ai le grand format, l'événement. Mais dans l'événement, j'ai des sous-catégories. Ben, je vais vraiment aller de l'arborescence pour que quand Google fait l'analyse de mon site web, que les moteurs de recherche font l'analyse de mon site web, ça soit bien catégorisé, puis que les contenus ne se mélangent pas, puis que je sois capable d'optimiser un contenu par page. Alors, si je vise, par exemple, finance, comment optimiser, ou en marketing, comment optimiser mon SEO, ben, je vais vraiment écrire mon article sur comment optimiser mon SEO, donner le maximum d'informations là-dessus, peut-être faire des liens internes, des liens vers d'autres sites externes qui vont donner de la crédibilité, puis vraiment pousser ce contenu-là pour bien le faire sortir. C'est-tu un bon pari que je prends pour les prochains mois, disons? Oui, c'est un très bon plan. C'est un excellent plan.
Cool. Eh ben, un gros merci pour ton temps, Nick. Toujours un plaisir de parler avec toi. Puis merci de nous aider avec Alias, avec tout le référencement naturel, là. C'est un de nos gros actifs numériques qu'on continue à investir, puis qu'on veut faire sortir euh, de- de- du mieux qu'on peut pour aider le plus d'entrepreneurs possible à aller plus loin dans leur entreprise parce que je suis convaincu que l'augmentation de mes compétences, de mes connaissances en lisant les articles sur le site d'Alias m'aide beaucoup dans mes décisions d'affaires. Alors, je me dis, si moi, ça m'aide, devrait aider une panoplie d'entrepreneurs, mais il faut que les gens puissent le voir. C'est pour ça qu'on investit autant en SEO, là. Exact. Eh ben, merci beaucoup, Anthony, pour ton invitation. Puis oui, effectivement, que les contenus, moi, je les vois souvent parce que j'ai travaillé, puis je suis comme, waouh, j'apprends des choses pour moi-même, pour mon entreprise, en travaillant sur votre site web. Fait que c'est excellent. Ben, merci, Nick, sur ça. Hey, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous ceux qui nous écoutent, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.